On va refermer la parenthèse sur le Clever en tant que produit. Ouais. Et ça m'intéresse de savoir c'est quoi être développeur chez Clever, comment vous animez la conversation technique. On va commencer par ça. Est-ce que peut-être la culture de manière générale chez Clever, est-ce que ça a été un chantier? Comment vous travaillez? Comment vous la formalisez? En fait, moi en management, j'ai une vision du monde qui est assez simple. Tu prends des produits comme le kernel Linux. Le kernel Linux, c'est 1500 développeurs qui collaborent ensemble sur un span de 3 mois pour réaliser un soft qui est utilisé par des milliers de gens sur des cas extrêmement différents. C'est des gens qui font de l'embarqué, du serveur, du desktop. Enfin, les cas d'usage de Linux sont extrêmement différents. C'est un énorme succès. Et donc la question, c'est comment ils bossent. Ils font pas de réunion, ils se voient jamais. Enfin, t'as un kernel summit, mais le kernel summit, il est fait pour avoir des discussions high level et boire des bières. Créer du rapport. Créer du rapport, mais tu fais pas de réunion pour prendre des décisions. Tu as des outils, alors après on peut discuter des mailing lists et tout, nous on n'a pas exactement les mêmes outils, mais c'est des outils automatiques de discussion, asynchrones et archivés, tu vois. Qui permettent de documenter la prise de décision. Et globalement les mecs bossent comme ils veulent. C'est-à-dire que quand tu fais partie du développement du kernel, t'as personne qui te dit tu dois être là à 9h, tu vois. Enfin, chacun fait sa vie et on gère. Et ça c'est un point qui est très important parce que globalement, on va retrouver beaucoup de choses. En fait, Clever, ça marche un peu comme un projet open source, sauf qu'il y a des trucs qui sont open, des trucs qui sont close. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meeting, on fait pas ça. Tu peux avoir un rendez-vous à deux où tu as besoin d'être à deux pour réfléchir à un nouveau concept, un nouveau truc, ou voilà, mais à la fin, ça doit produire de l'écrit. Je suis pas là pour dire aux gens quoi faire de leur vie. Ils viennent au bureau, ils viennent pas, je m'en fous. Ils bossent à 9h, ils bossent à 10h, ils bossent à 4h du mat, ils bossent... c'est pas mon problème, quoi. Genre, chacun fait sa vie. Et donc, tu vas essayer de toujours être dans de l'asynchrone si c'est possible, pour éviter d'embêter tes collègues. Alors après, dans les faits, ça marche pas toujours. Dans les faits, parfois, il va y avoir un meeting. Enfin, genre, toutes les règles sont là pour être cassées. Mais en théorie, il n'y a pas de meeting et on fait tout en asynchrone. Donc, on bosse dans GitLab, on bosse dans Slack, et on bosse par mail, et on envoie là-dessus, quoi. Ouais, ok. Donc ça, c'est votre façon de travailler. Si un nouveau collaborateur, quand il arrive chez Clever, qu'est-ce qui le surprend dans votre façon de bosser, ou peut-être dans votre façon de votre savoir-être au bureau ou dans l'entreprise, si c'est pas au bureau, vu que le bureau n'est pas forcément entreprise? En fait, on n'a pas... il y a très peu d'ordre chez Clever. Enfin, tu vois, je vais pas voir les gens en leur disant fais ça, tu vois. Ouais. Je vais créer des issues, chacun va créer des issues, les gens vont s'emparer de sujets, tu vois. Et donc, tu as une grande phase d'autonomie, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont un peu paumés des fois par ce côté non, mais enfin, fais ce que tu veux, gros. Enfin, le plan, en fait, il n'est pas de te dire quoi faire, en fait. Il est de dire, on est une boîte, elle gagne de l'argent, elle doit gagner plus d'argent, donc tu dois dépenser de l'argent de Clever dans l'intérêt de Clever. Et ça, c'est vrai pour ton salaire, qui est du coup du temps, mais c'est également vrai pour des notes de frais. Tu vois, et les règles sont assez simples là-dessus. En fait, c'est faire en sorte de dépenser dans l'intérêt d'eux. Et une fois de temps en temps, je vais expliquer, quand on a un grand projet, une grande vision, je vais prendre le temps de l'expliquer à tout le monde. Pour catcher tous les trucs qui n'auraient pas été catchés, une fois de temps en temps, on fait un Ask Me Anything sur un call, où globalement on est tous sur le même call et les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, mais du finance, du machin, du etc., ou du boulot, ou des fois t'as des gens, ils n'ont jamais eu l'occasion d'en parler, mais ils parlent d'un bouton dans la console, il y en a d'autres, ils te disent, bah, sur les recrutements, on avait prévu de recruter bidule, où est-ce que ça en est, machin. Et du coup, et pareil, tu vois, c'est une boîte dans laquelle tout le monde sait combien est payé, combien on fait d'argent, combien il y a sur le compte. Enfin, c'est assez transparent, tu vois. Enfin, on n'est pas là pour retenir l'information, tu vois. On est là pour faire en sorte que les gens bossent et que ce soit intéressant. Voilà. D'accord. Ce qui vous permet d'avoir des gens qui sont au site parce que la prise de décision, elle est décentralisée. La prise de décision est centralisée et décentralisée, tout en assumant ma responsabilité. Et j'explique ce que je veux dire par là. Des fois, quand on dit la prise de décision est décentralisée, ça veut dire en fait le manager ne porte jamais ses décisions et n'assume jamais ses décisions. Ça, je trouve que c'est pas positif. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que manager, à un moment, tu peux laisser tout le monde prendre la décision, écouter les avis des gens, mais à un moment, tu prends la décision et tu la signes. Et quand la décision sera pourrie et ça partira en cacahuète,
c'est à toi d'assumer ce truc-là. Et donc ça, je fais cette partie-là, où parfois, je dis sur un truc, c'est moi qui prendrai la décision, je vais vous écouter, on va faire du combat, il n'y a pas de discussion, quoi. C'est pas un problème, et je vais écouter les gens, et à un moment, je vais dire, je prends cette décision pour telle raison, et potentiellement, c'est pas ce que l'équipe voulait, mais moi, je le prends pour telle raison, et si c'était la mauvaise décision, il n'y a pas de problème pour que j'assumerais le fait que c'était la mauvaise décision. Du coup, tu les soulages un peu quand tu fais ça. C'est exactement ça. C'est reconnu dans l'équipe ou c'est... Ce que je veux dire, c'est que les collaborateurs, ils le prennent dans un sens, ils reconnaissent le fait que tu les soulages d'un poids ou ils ont l'impression d'être déresponsabilisés? Non, ils le voient comme ça. En fait, c'est compliqué. En tant que manager, c'est très compliqué. Il faut être dans un bon équilibre entre laisser les gens prendre des décisions et soulager les gens du poids. Et c'est un équilibre constant. Et après, il faut laisser ce que... En fait, moi, quand je fais des choses, je laisse toujours des portes de sortie. Dans ma tête, j'imagine toujours le chose comme étant une demi-droite. C'est une demi-droite, c'est un démarrage, et tu as une infinie. Et donc, il faut gérer toujours ce problème d'infini, tu vois. Et donc, il faut toujours une condition de sortie à chaque process qui est une condition de sortie qui va catch all, tu vois. Enfin, comme quand tu fais une erreur, tu as un catch-all qui va prendre le problème et qui va le régler. Tu vois, tu fais un switch avec des cases, tu vois, puis tu as un catch-all à la fin. Là, par exemple, dans ce genre de cas où je dis, ça, c'est une décision, je vais la prendre, si tu m'envoies un mail ou tu me poses une question en disant, sur tel sujet, il faut que tu prennes la décision, on a le choix entre ça, nous, on partirait là-dessus ou pas, mais qu'est-ce que tu en penses et je veux ton avis avant de prendre la décision, voilà. Si je réponds pas à ce mail-là pour X raisons, parce que je suis booké, parce que je suis dans un avion, parce que tagada, les gens prennent la décision tout seuls et je l'assumerai à leur place parce que j'avais qu'à répondre. Ouais, ok. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est très simple. Alors après, ça dépend du niveau de la décision. Il y a des décisions très graves et des décisions moins graves. Décision moins grave, tu as posé la question, tu n'as pas eu de réponse, tu prends la décision à ma place et j'avais qu'à répondre, tu vois. Une décision très grave, tu vas laisser un peu plus de temps s'écouler, voire me faire une relance, tu vois. Mais du coup, c'est vraiment le mode chez moi, c'est ça. C'est faisons en sorte que les gens puissent bouger et faisons en sorte que je ne sois pas trop un bottleneck. Du coup, tu incarnes le rôle de CTO chez Clever. Ouais. En quoi le rôle de CTO, comment vous dessinez le rôle de CTO chez Clever et en quoi il peut être différent des autres boîtes de manière générale, la question de qu'est-ce que fait un CTO dans une boîte, comment vous y répondez et comment tu vois les réponses possibles? Alors, la première chose à comprendre à propos de Clever, c'est qu'on a une immense chance par rapport à d'autres boîtes de produits. C'est que les gens qui font le produit chez nous, qui sont des devs, sont fondamentalement les premiers utilisateurs du produit et ont une compréhension intrinsèque très intime de l'intérêt d'utiliser le produit. C'est très différent d'une boîte où, si tu veux, les développeurs coachent pas un logiciel de gestion de PLM pour construire des bateaux, tu vois. Parfois, il y a quand même beaucoup de discussions à avoir pour qu'ils comprennent le métier, pour être capable d'exécuter l'automatisation du soft. Là, on a la chance de ne pas avoir ce problème-là. Ouais. Donc c'est quand même un truc où, il faut le dire, c'est très cool. Du coup, en tant que CTO, pour moi, mon point, il n'est ni de valider le code des gens, ni ni d'être très en micromanagement. Mon rôle, il est de dire, on doit prendre des décisions techniques graves. On va faire, tu vois, là, on va changer tout notre moteur de stockage de log. C'est comment tu investis intelligemment du temps. Tu sais, on parle souvent de dette technique. Moi, je pense que c'est une connerie. Moi, je pense qu'il n'y a que de l'investissement. Et en fait, en tant que CTO, tu gères ce portefeuille d'investissement. En face de chaque soft que tu développes, c'est une ligne d'investissement. Des fois, tu fais un investissement court terme. Un POC, c'est ça. C'est un investissement court terme où, clairement, ça sert à obtenir une autre ligne et tu vas le détruire. Je m'explique. Ouais. Tu dois loger des gens pour dormir la nuit. Si tu fais un investissement court terme, tu achètes une tente Quechua, tu la montes, tu peux dormir la nuit. Ouais. Pour autant, la valeur patrimoniale de la tente Quechua est faible. Et si tu veux, la durabilité de la tente Quechua sur un siècle, on sait tous que ça va mal se mettre. Ouais, ou plus l'idée, t'emménages dans un appart à 18 et t'achètes un matelas gonflable. Voilà. Et donc, il va falloir, tu vois, quand tu vas construire un immeuble entier, ouais,
ça prend plus de temps. Donc parfois, il faut que tu investisses dans une tente Quechua pour pouvoir investir sur le reste. Ouais, pour autant, si jamais, et ça c'est très important sur le POC, tu te dis maintenant on va construire un immeuble, il ne faut pas construire l'immeuble sur la tente Quechua. Tu vois, tu fais l'immeuble à côté et tu jettes la tente Quechua à la fin. Ouais, tu vois. Et pour moi, ça c'est très important. C'est-à-dire que tu gères des lignes de crédit qui sont tes lignes du coup d'actifs technologiques. Il y a des investissements court terme, il y a des investissements long terme, il y a des investissements long terme à faible rendement et qui sont des rendements à terme. Ouais. Il y a des investissements long terme à très fort rendement mais à terme. Et donc, il faut que tu trouves des investissements court terme qui vont te générer du rendement. Oui. Et pour moi, en tant que CTO, c'est ça en fait, mon job. C'est savoir à quel moment je fais un bon investissement, un mauvais investissement, comprendre que peut-être là j'ai fait une ligne d'investissement où en fait la ligne d'investissement elle est moisie et il faut la buter et en fait on ne sera jamais rentable sur cette ligne d'investissement là. Oui. C'est possible, tu vois, des fois tu merdes. Et donc c'est l'ensemble de ces décisions là et comment elles te permettent de progresser, si tu veux, dans cet ensemble là. Donc aujourd'hui, je vais avoir un rôle qui va être de valider quand on décide de coder un truc qu'on est d'accord en architecture globale. Donc j'ai un vrai rôle d'architecte là-dessus, ou d'urbanisation comme on dit maintenant dans le système. Par contre, que les gens codent, machin, les reviews, elles se font entre les différents développeurs. J'ai pas à agir dans ce truc-là, tu vois. Mais alors le point, peut-être je vais essayer de le prendre dans un autre sens, il y a beaucoup de développeurs qui n'ont pas forcément vu ça ou qui ont bossé dans des grosses boîtes et qui pensent que dans une startup, le CTO c'est forcément le plus senior ou le meilleur des développeurs. Alors qu'en fait, en pratique, je trouve qu'un CTO ça demande un panel de compétences qui est très différent de celui d'un développeur. Donc c'est pas nécessairement le meilleur développeur qui devient CTO, quoi. En fait, pour moi, il a deux types de compétences majeures, un CTO. Ouais. Il a une partie archi, mais qui à la limite peut s'offloader sur quelqu'un d'autre quand la boîte grossit. Tu peux avoir un mec qui est dans la décision de l'architecture. Et tu as une partie management qui fait en sorte que les gens arrivent à collaborer entre eux. Et qui s'offload aussi sur un VP of Engineering à une certaine taille. Et qui peut s'offloader sur un VP of Engineering à une certaine taille ou à différents VP d'engineering, enfin à différents niveaux, parce que tu peux pas gérer 250 bonhommes. C'est trop de gens, tu es obligé de mettre du proxy entre les deux, sinon ça ne marche pas. Pour toi, c'est ça, les deux volets, c'est architecture de la décision et architecture. Au démarrage de ta startup, le CTO, en fait, c'est un glorified lead tech, et globalement, c'est le meilleur dev de facto, parce qu'en fait, le mec doit juste shipper, quoi. Donc le but est de shipper. Oui, je précise quand je dis mec, c'est gender neutral. Hein. Je fais du mec gender neutral, moi. Je ne peux pas donner d'opinion. Oui, on ne donnera pas d'opinion. En fait, si tu veux, au début, il faut essentiellement shipper. Ouais. Donc la personne qui est nommée CTO n'a pas nécessairement un grand rôle de direction technique, il est essentiellement sur l'exécution. Ouais. Après, tu dois commencer à gérer tes investissements et gérer la vie de tes investissements. Donc il y a une partie management et il y a une partie archi là-dedans. Et progressivement, tu offloades sur des gens l'exécution de ces choses-là. Et toi, tu es vraiment dans la conception en fait, de ce plan d'investissement et t'assurer qu'on est rentable en fait, sur ces choses-là et que tes investissements sont rentables. Le CTO, du coup, c'est aussi quelqu'un qui doit être capable de participer à la gouvernance de la société et de représenter les techs dans la gouvernance de la société. Ouais, et le delivery du produit. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir une vraie vision financière de ce qui est en train de se passer. Et notamment, enfin. Alors, si on parle du delivery du produit, est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui prennent un positionnement où il n'y a pas de PM, il n'y a pas de gens qui font du produit avec des développeurs et des utilisateurs? Tu es dans ce courant-là? Pour toi, le CTO, c'est lui qui gère le delivery? Non, je pense que tu dois avoir des PM dans certains cas. Chez nous, il n'y en a pas parce que les utilisateurs sont les développeurs. Chez nous, enfin, encore une fois, on a cette confusion chez nous qui est à la fois une force, tu vois, parce que ça nous simplifie vachement les choses, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir cet intermédiaire-là. Mais je pense qu'il y a des tas de boîtes dans lesquelles ça a du sens d'avoir des gens en responsabilité du produit. Mais quand je dis delivery du produit, c'est aussi la personne qui doit ramener à la raison parfois le codir. C'est incroyable le nombre de boîtes dans lesquelles, quand tu rentres, on te dit le produit est en retard. Et c'est de la faute de la partie tech. Et en fait, tu te rends compte que la date de delivery de telle feature, elle n'a pas été décidée par les techs. On leur a dit qu'il faut que ce soit livré pour le 6 juin. Et bien en fait, quand tu arrives au 6 juin, c'est pas livré. Et on te dit ils sont en retard. Et ils ne sont pas en retard. En fait, on a balancé un chiffre, c'était pas le bon chiffre.
on ne peut pas considérer que c'est en retard en fait. Oui, j'ai dit ça aussi, ouais. Et J'ai passé de 200 jours sur le projet, je fais ok, mais c'est quoi le chiffrage initial? Qui c'est qui l'a fait? Pourquoi il a fait le chiffrage? Bah non, bah du coup non. c'est ça. Et après, du coup, tu te retrouves dans des gens qui, pour éviter d'avoir des dépassements, passent un temps monumental à générer le chiffrage du projet. Tu vois, et du coup, tu te retrouves avec. Enfin, moi, je connais des gens, ils passaient des heures dans Excel, mais je te parle de gens qui font 3 semaines d'Excel pour chiffrer un projet. J'ai déjà fait du Kokomo. Pour que. Ouais, c'est un peu ça, là. Pour être sûr, tu vois, qu'on soit certain de la date de livraison. Et là, on s'en fout. Parce qu'en fait, il va y avoir plein d'impondérables. Et donc, pour moi, le CTO dans le CODIR doit être la personne qui dit. Là, on va pas livrer comme on a prévu, ou alors on le va livrer en avance, ce qui existe aussi, ou on va livrer on schedule, ou alors on va livrer on schedule en ayant supprimé ça, parce que c'est cette personne-là qui doit faire les investissements et dire à ce moment-là on doit, ou alors qui va dire dans les investissements par exemple, bah là on va vraiment shipper, donc en faisant toutes les méthodes les plus dégueulasses pour shipper, parce qu'il faut que ça sorte pour qu'on rentre de l'argent, parce que sinon en fait on est mort, tu vois, c'est possible aussi quoi. Et donc pour moi, c'est aussi ce rôle-là, tu vois, à l'intérieur de la boutique, d'être capable de déterminer ce genre de relation. Ouais, je comprends, c'est des compromis à faire aussi, ouais, ok, cool. Mais en fait, c'est un rôle, comme tous les rôles de direction, c'est un rôle qui est en fait très proche de la thune, tu vois. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle de rentrée et d'investissement. Et en fait, c'est juste l'axe technique dans les rentrées et investissements. Et donc, il faut pas, pour moi, en tant que CTO, il ne faut pas refuser de voir la partie thune. Ce que beaucoup de CTO font parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont l'impression que ça va les absorber. Pour moi, il faut embrace ce truc-là pour pouvoir avancer plus vite. Et essayer du coup de délivrer plus facilement, quoi. Et je trouve ça intéressant de parler d'investissement plutôt que de dette parce que là, utiliser le terme de dette technique, ça sous-entend qu'on ne devrait pas en avoir, mais en fait on n'aurait pas de dette technique si on avait des moyens infinis, alors qu'en fait aucune boîte n'a des moyens infinis. Ouais, puis en vrai c'est pas une dette, en fait c'est un investissement que tu as fait à un instant T, et parfois il faut réaliser l'investissement. Mais c'est très judéo-chrétien, tu vois, cette histoire de dette technique, c'est dette technique, tu vois, genre, t'as l'impression que les mecs se fouettent en disant non, on a fait de la merde, faut qu'on tape le code. Je suis pas un bon développeur si j'ai fait de la dette technique. Alors que la dette, ce que les gens appellent la dette, elle s'est contractée à un instant pour des raisons bonnes ou mauvaises, mais elle s'est contractée à un instant pour des raisons business. Et en fait, si tu l'envisages sous un sens d'investissement, ça se passe beaucoup mieux. Ah, et puis, du coup, on va sortir un article de blog là sur le sujet, parce que ça m'énerve. En fait, tu sais pas pourquoi la dette elle a été contractée, et elle est forcément mal, mais parce que tu sais pas pourquoi elle a été contractée. Et en plus, la dette technique est devenue un enjeu au CODIR, où le CTO dit bah là on va recoder des trucs pour supprimer de la dette. Et ça en fait au CODIR c'est entendu par ouais, les développeurs sont partis se faire plaisir. Tu vois, à coder propre, tu vois. Et en fait, ça te pose dans une espèce de posture qui est nécessairement on a fait de la merde, faut qu'on la corrige. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pourri comme ambiance. Parce que, en fait, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas de bonne situation. C'est-à-dire que tu es dans une course perpétuelle à essayer de faire quelque chose d'un peu moins à chier. Ce qui n'est pas. C'est pas un objectif dans la vie, quoi. Je pense qu'on a tapé tous les sujets autour du rôle de développeur chez Clever. Peut-être sur les langages aussi. On est très libre sur les langages. Ouais. C'est très du microservice. Ça fait 450 microservices à peu près Clever qui se parlent les uns aux autres. Et en langage, on a du C à la base qui est en train de se faire virer par Rust. Parce que Rust est plus rapide à écrire, plus lisible, plus scalable. Enfin, vraiment, les gens sont assez fans chez nous. Ouais. Il y a du Go, un peu, pour faire du système. On n'est pas nécessairement les plus grands fans de cette techno, mais ça s'écoute. Il y a des cas où on a trouvé que c'était tout à fait intelligent d'en faire. Non, pas sur le reverse proxy. En fait, Go, il y a un garbage collector. Du coup, si tu le mets sur des trucs de grosses perfs, ça se passe pas très bien. Parce qu'en fait, c'est un garbage collector qui est pas très outillé. En fait, aujourd'hui, tu as deux types de langages. Aujourd'hui, tu as les langages qui n'ont pas de garbage collector. Et tu as les langages qui sont managés, où donc la mémoire est managée. Langage managé, c'est la grande majorité. Node.js, Ruby, Python, PHP, Java et toute la JVM, .NET, et Go. Et là, quand les technos vieillissent, en fait, elles s'outillent au niveau du garbage collector et il y a des trucs très intéressants qui sont faits. Notamment, la JVM, on peut taper dessus, mais en fait, dans le garbage collector, tu as plusieurs algos de garbage collection, tu as plein d'outils, tu peux tuner, tu peux fine-tuner, tu peux faire des choses très intéressantes, mais tu garderas un truc qui est le garbage collector. À un moment, il faut
indexer les objets et décider ce que tu balances. Et pour ça, tu es obligé de faire ce qu'on appelle du GC pause. C'est-à-dire que le garbage collector arrête le programme, le temps de faire 2-3 indexations et elle se relance. Après, il y a plusieurs stratégies. Tu peux faire ce qu'on appelle un mark and sweep, c'est-à-dire tu arrêtes tout, tu regardes de quoi on a besoin dans la mémoire, tu vois, en parcourant toute la mémoire, et tu balances ce dont tu n'as plus besoin et tu relances le programme. Ça, c'est ce qu'on appelle un mark and sweep. Ça marche très bien si tu as 2 mégas de mémoire à cleaner, parce que ta pause est courte. Mais si tu as 250 gigs de RAM à cleaner, ça se passe vraiment mal, le mark and sweep. Parce que du coup, ton GC pause, il est monumental. Et pendant que tu es en GC pause, tu ne peux pas traiter les paquets réseau. Donc, si tu es dans un garbage collector, tu vas introduire de la latence. Toujours. Après, tu as les langages qui n'ont pas de garbage collector. Rust n'en a pas, C n'en a pas, C++ n'en a pas. C'est beaucoup plus low level, c'est un peu l'enlise par moment. Mais tu n'as pas de garbage collector. Donc le reverse proxy, pour nous, comme il n'est pas applicatif, je ne parle pas de reverse proxy applicatif, là où il y a des gens qui en développent, les gens de Gravity en open source qui ont fait un truc très beau, les gens de la Maïf qui ont fait Autoroshi, qui sont des softs très intéressants, qui du coup te font le rate limiting, te font les accès, te font des logs, te fournissent du service au-dessus, te font de la B-testing, du canary, ce genre de choses, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est plus un boulot réseau. Nous, le reverse proxy, ce qu'on devait faire, c'est tu gères du TLS, donc tu gères du chiffrement, et tu prends un flux réseau que tu envoies vers ça. Et donc lui, il ne peut pas, si tu veux, souffrir de latence. Parce que, du coup, il doit, à chaque fois qu'il a fini une tâche, il doit avoir remis sa mémoire dans l'état initial pour pas avoir d'entropie qui augmenterait et qui devrait nécessiter un GC pause pour être évite, quoi. C'est ça. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir du GC pour moi sur un truc qui est aussi réseau. Parce que c'est très low level pour moi, on est en train de faire, tu vois, on est vraiment à ce niveau-là, c'est une virtualisation du switch en quelque sorte, tu vois. Du coup, pour certaines tâches où tu vois, quand on fait la Virtu, c'est pareil, les patchs qu'on doit faire, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir du garbage collector. Puis alors, il y a des fois, on doit carrément parler au CPU dans son langage qui est de l'ASM. Donc, même si on l'outille autour en mettant du Rust, en fait, on fait du très, très low level. Ouais. Par contre, sur le haut niveau, donc tu peux avoir du Go. Là, on a réécrit un serveur DNS, il est en Go, et c'est des serveurs DNS qui vont prendre quelques millions de requêtes à la seconde si tu veux en DNS, et ça se passe très bien. Tu as du Java, le cœur de Clever, c'est du Java. Tu as du Scala plein, parce qu'on est très functional programming, ça nous fait beaucoup marrer. On trouve que c'est cool, que c'est intéressant, que ça permet d'avoir un code plus visible. Après, on ne dit pas aux gens, vous êtes obligés d'en faire. Nous, ça nous fait marrer. Et il y a des trucs qui sont codés en Java, des trucs qui sont codés en Scala chez nous, mais tout n'est pas comme ça. Mais tu as une chier de Scala chez nous. Tu as du machine learning, du coup, c'est du Python, parce que c'est le langage classique du machine learning. Tu as du script de déploiement, tu as du Ruby qui se balade dans des coins, tu as des microservices en Ruby parce qu'on avait besoin de lib qui était du Ruby et donc c'était plus intelligent de le faire en Ruby. On a plein de Warp scripts, donc qui est le langage de requêtage dans la time series DB qu'on utilise, qui du coup est un vrai langage de développement pour nous. T'as quoi d'autre? J'ai dit qu'il y avait plein de nodes aussi, on a fait plein de démos en node. Et puis tu as du JavaScript sur le frontal, plein. Donc tu vois, c'est assez libre, les gens codent en fait dans ce qu'ils veulent. Et en fait, pour moi, il faut prendre le bon outil au bon endroit, il ne faut pas être dogmatique. Par contre, faut regarder les outils pour ce qu'ils sont vraiment. Oui. Les langages sont des moyens, quoi. C'est ça. Et du coup, quand on dit Go c'est cool, c'est low level, non, Go c'est pas low level, c'est high level. Par contre, il y a des primitives intéressantes. Le fait que ça se compile en un FAT binaire à la fin, qu'embarque tout, fait que par exemple pour faire un outil de forensic, c'est génial. Parce qu'en fait, tu débarques avec ton binaire tout seul, tu lances et il fait papa-maman. Il n'a pas besoin d'aller coller ses mains partout dans le système. Alors que quand tu codes un truc en Python, par exemple, typiquement, le problème de Python, c'est qu'en fait, il est très lié à l'OS. Donc si tu fais un truc qui doit débarquer en forensic pour régler un problème, bah ça pose un problème parce que en débarquant, tu mets tes doigts partout et ça fout le bordel, tu vois. Et du coup, en fait, tu es en train de salir la scène de crime, tu vois, en forensic. Moi, j'ai déjà eu un candidat qui m'a livré un exercice de code en Python. J'ai sali tout mon environnement, j'ai installé 3 trucs de dépendance pour me rendre compte qu'en fait, il y avait un truc à savoir que la lib d'image, elle n'a pas le même nom dans le import que quand tu dois l'installer comme dépendance. Mais genre, si tu n'es pas un développeur Python, tu le sais pas. Ouais, mais après, tu vois, il y a des cas où c'est utile, il y a des cas où c'est inutile. Donc, tu vois, Go peut avoir ses intérêts là-dessus ou ne pas en avoir, tu vois, en fonction des cas. Et à contrario, là où on fait du Scala, où on fait des fois du code très compliqué de gestion du coup de cluster, donc du coup c'est du système distribué et c'est assez high level. Aller gérer les buffers de mémoire à la mano dans Rust,
c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire au milieu de ce code-là, où j'ai envie d'avoir un code qui est très expressif. Et du coup, je vais faire du Scala en l'utilisant avec des macros. Et je vais même pouvoir aller assez loin dans l'utilisation de macros de compilation qui, du coup, prennent beaucoup de décisions à ma place. Mais ça fait que le code qui gère de la clusterisation est très lisible, ce qu'est ce que je demande à un code de système distribué.